que voilà, le bœuf était vendu, bœuf issu de la déforestation était vendu dans les marques propres, cette fois-ci, du groupe Grupo Pão de Açúcar des casinos. Donc ça, c'est pour le Brésil, donc un vrai problème endémique qu'on a pu identifier, qui existe depuis de nombreuses années, avec très peu d'actions mises en place par la distribution et notamment les distributeurs français. En Colombie, où est présent le groupe Casino via sa filiale Éxito, la politique est également défaillante, car elle n'inclut pas non plus de surveillance des fermes indirectes, qui représentent la majorité de la déforestation liée au secteur bovin. Il y a un mois, et vous avez dû voir ce rapport également, l'Environmental Investigation Agency a réalisé une étude qui montrait le lien entre la déforestation et le groupe Éxito en Colombie. Pardon. Donc, cette investigation a eu lieu dans le secteur nord-ouest du bassin amazonien colombien. Donc, comme vous savez, l'Amazonie, ce n'est pas que le Brésil, c'est aussi la Colombie, le Pérou, le Venezuela, mais aussi la Guyane. Et ce secteur, en fait, revêt un caractère primordial pour les conservations des forêts tropicales et de la biodiversité. C'est une zone corridor entre les Andes et la forêt amazonienne. Et il y a des espèces endémiques très rares en voie d'extinction, le jaguar, le tapir, la loutre géante, pour ne parler que de la macrofaune. Voilà, cette richesse a donné lieu à la protection de 2 parcs naturels nationaux, avec notamment le Chiribiquete, qui est le parc national le plus grand de forêt tropicale au monde. Donc, lors de cette investigation, un fournisseur de casinos en Colombie a sous-traité auprès d'un fournisseur des vaches, un fournisseur de casinos qui sous-traite auprès de excusez-moi, il y a des gens qui viennent à côté. Donc voilà, en fait, un fournisseur d'un fournisseur de casinos, en fait, qui est lié en fait au niveau de l'étape d'engraissement des vaches. Excusez-moi, c'est pas forcément clair. On a pu identifier qu'il y avait 400 hectares de déforestation dans le parc régional naturel national de Chiribiquete. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui est intervenu juste au moment où je voulais vous parler de ce point qui est clé et j'ai été déconcentré. Donc en gros, voilà, 400 hectares de déforestation dans ce parc national qui est le plus grand de forêt tropicale au monde. Et en fait, c'est lié en fait à du blanchiment bovin, donc de blanchiment de vaches. Comme le blanchiment de drogue, en fait, on vient rendre légal une déforestation qui en fait est illégale à travers un fournisseur qui, lui, est légal. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est une pratique qui est vraiment courante et qui cause en fait la majorité de la déforestation. Si jamais vous aurez des questions, on pourra en reparler, mais c'est un point qui est très important. Donc, ce qu'il faut savoir, peut-être pour revenir sur le côté français, le groupe Casino, donc on connaît peut-être via Naturalia, etc., en France, ou Monoprix également, il réalise 50% de son chiffre d'affaires, près de 50% de son chiffre d'affaires en Amérique du Sud. Le groupe a réalisé de forts bénéfices ces dernières années, mais en fait, si on regarde plus en détail ces chiffres, ce que l'on voit, c'est que les bénéfices sont majoritairement faits en Amérique du Sud, donc en Colombie et au Brésil, alors qu'en France, en fait, le groupe est plutôt n'est pas forcément en croissance. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, en donnant en fait une image plutôt vertueuse en France, son chiffre positif, il le fait avec des pratiques non vertueuses en Amérique du Sud. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire ressortir parce que c'est pour ça qu'on a parlé de double jeu du groupe Casino. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2021, nous, on se rend compte en travaillant à côté sur d'autres sujets qu'avec la technologie, on peut tracer des produits, on peut tracer depuis l'origine des produits de manière assez simple. On a même pu mettre un robot sur Mars, hein, pour parler de choses un peu plus récentes. Et Casino nous dit qu'il n'arrive pas à tracer son bœuf depuis les zones de déforestation. Donc on trouve que c'est une réponse un peu facile et que très concrètement, ils peuvent le faire. Il y a les outils pour le faire. Et donc l'ensemble de la coalition qu'on représente en cette première intervention demande expressément au groupe Casino de s'assurer que l'ensemble des produits qu'il propose dans ses magasins ne soient pas issus de la déforestation, et ce pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Donc en gros, ce que l'on dit à Casino, c'est la forêt n'a pas le temps d'attendre, c'est zéro déforestation, et c'est maintenant, on a vu l'urgence qu'il y avait en Amazonie. Donc il faut noter, pour parler un petit peu des dernières nouvelles, que le groupe Casino nous a répondu suite à la mise en demeure, avec une réponse certes détaillée, mais finalement assez peu effective pour lutter contre cette déforestation issue des fermes indirectes. Et ce, sans se fixer d'objectif d'arriver à zéro déforestation. On voit que d'autres groupes disent « je vais arriver à zéro déforestation », des fois en 2020 sans y être arrivé, des fois 2022, 2023, 2025. Et sur ce sujet, le Casino ne se fixe pas d'objectif. Donc c'est un vrai manque. Donc voilà, donc ça c'est un point très important. Donc en résumé, ce que l'on peut vous dire, c'est que les preuves s'accumulent.
que ce soit nous via nos études, mais également des preuves passées et des preuves plus récentes via d'autres partenaires ou d'autres ONG qui font état de cette problématique. Et donc les produits vendus sont liés à cette déforestation et la politique du groupe reste très faible et bancale pour réussir réellement à lutter contre cette déforestation. Et donc ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on a dit en assignant Casino en justice, c'est que Casino a failli dans la mise en place de son plan de vigilance. Voilà, désolé, j'ai été un peu entrecoupé, donc j'ai dû un peu accélérer sur certains points qui n'étaient pas très clairs. Je pourrais vous répondre à des questions par la suite. Et voilà pour les éléments que l'on a et sur lesquels repose notre assignation en justice. Merci. Merci beaucoup, Boris, pour cette présentation et pour cette remise en contexte. On voit à quel point les enjeux sont importants et à la responsabilité de Casino. Et justement, sur ce sujet-là, je vais maintenant laisser la parole à Lucie et à Sébastien pour parler de la partie juridique et rentrer un peu plus en détail sur la responsabilité de Casino. Merci Cécilia, bonsoir à tous. C'est vrai que ce dossier soulève des questions juridiques complexes qui sont au cœur en fait, des activités de l'association Sherpa et qui portent sur la responsabilité des acteurs économiques dans ces chaînes d'approvisionnement complexes et mondiales. Et la question qui se pose, si on simplifie, c'est celle de la responsabilité juridique d'une entreprise française lorsque son approvisionnement ou l'approvisionnement de sa filiale à l'étranger est associé à des atteintes graves à l'environnement ou aux droits humains. Cette entreprise française qui a un pouvoir d'influence sur sa filiale, on le sait, qui va tirer profit des atteintes qui peuvent avoir lieu, a-t-elle des obligations juridiques? Est-ce qu'une victime peut engager sa responsabilité devant les tribunaux français? Et jusqu'à récemment, la réponse était que le droit n'offrait que très peu de recours dans ces cas de chaînes d'approvisionnement néfastes. Et jusqu'à récemment, c'était essentiellement une question envisagée sous l'angle dit éthique, via des engagements volontaires des entreprises et sous l'angle de ce qu'on appelle la régulation par le marché, c'est-à-dire par les acteurs privés eux-mêmes, par exemple via des audits ou des certifications. Et le cadre juridique existant jusqu'à récemment, par exemple l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses, était insuffisant puisqu'il visait avant tout à protéger les consommateurs et pas les victimes de ces chaînes d'approvisionnement néfastes. La loi sur le devoir de vigilance, sur laquelle on s'appuie sur ce dossier, qui a été adoptée en 2017, a changé la donne et, dans une certaine mesure, la réponse juridique à cette question. Cette loi est le résultat d'un long travail de plaidoyer, d'une coalition d'ONG, de syndicats, de parlementaires, pour responsabiliser en fait, ces chaînes de valeur mondiales. Et elle s'appuie sur une nouvelle obligation juridique, donc le devoir de vigilance, et impose aux grandes entreprises françaises de mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées, effectives, pour prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement qui résultent de leurs activités, mais aussi, c'est le point important, des activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs, quand bien même ils sont dans d'autres pays. Si ces entreprises françaises ne le font pas, elles peuvent être poursuivies en justice pour y être contraintes, voire être condamnées à payer des dommages et intérêts aux victimes. Aujourd'hui, il y a 5 affaires en cours devant les tribunaux français sur le fondement de cette loi, dont ce dossier Casino depuis mars dernier, et pas encore de décision donc, sur le fond. Et une des questions qui se posent dans l'ensemble de ces contentieux porte sur le contenu de ce devoir de vigilance qui est requis de l'entreprise française. Il y a beaucoup d'entreprises, et notamment c'est le cas de Casino dans sa réponse à la mise en demeure qu'a mentionné Boris, interprètent leurs obligations encore de façon restrictive. Pour elles, c'est juste une obligation minimale de mettre en place des processus de management des risques et de publier un plan. Et beaucoup renvoient à des pratiques préexistantes, des codes de conduite, des engagements
qui étaient avant volontaires, des certifications, des audits, alors même que c'est précisément parce que ces solutions éthiques ou par le marché étaient insuffisantes que la société civile s'est mobilisée pour l'adoption d'une législation nouvelle et contraignante. Et donc, par exemple, là, on a dans ce dossier, Casino renvoie à la politique d'achat de bœuf de sa filiale dans son plan de vigilance. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, l'évaluation de ces mesures n'est pas laissée à la discrétion des entreprises. Le juge qu'on a saisi devra contrôler la qualité, l'effectivité des mesures dont se prévaut aujourd'hui la société pour déterminer si elle a ou non respecté ses nouvelles obligations légales, son devoir de vigilance. Et dans le cas de Casino, on sait, grâce à l'ensemble des investigations qui ont été menées ces dernières années et qu'a rappelé Boris, qu'à partir de simples échantillons de viande vendus dans les supermarchés GPA au Brésil, on arrive à remonter à des abattoirs qui se sont approvisionnés auprès, donc selon la dernière enquête de CCCA, auprès de plus de 500 fermes qui ont contribué à la déforestation, y compris sur des territoires protégés et autochtones. Donc on est face à ces constatations fondées à douter du caractère adapté et effectif de ces mesures. Et aujourd'hui, on peut contester ces mesures de vigilance devant un tribunal, donc en l'occurrence le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et demander à ce que la responsabilité de l'entreprise soit engagée. Donc on est face à un changement juridique important. On n'en est qu'au début, puisqu'en effet, c'est une première porte ouverte qui ne devrait pas se fermer par la porte ouverte par la législation française, puisque cette exception du devoir de vigilance est en voie d'être étendue au niveau européen avec une directive aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je serais ravie de répondre à vos questions sur l'ensemble de ces éléments. Merci Lucie, c'était très clair. On va maintenant laisser la parole à Maître Mabille. Alors, Sébastien, on ne t'entend pas très bien. Ton micro est coupé peut-être, je crois qu'on ne t'entend pas. Pardon, est-ce que je n'avais pas branché mon micro? Donc, je me représente à nouveau. Donc, Sébastien Mabille, je suis avec mon associé François de Cambière et notre collaboratrice Laure Bouine. Nous sommes les avocats de la coalition d'associations qui ont assigné le groupe Casino dans ce dossier. Donc, ce dossier a déjà une première originalité, c'est qu'il regroupe une coalition de nombreuses associations, une coalition internationale d'associations françaises, américaines, brésiliennes et colombiennes, à la fois des associations de protection de l'environnement, de droits humains et représentatives des peuples autochtones. Et c'est la première action de ce type qui est menée par les organisations représentatives des peuples autochtones de l'Amazonie en Europe et en France en particulier, notamment contre le groupe de Casino. Donc, le Casino a été assigné le 3 mars 2021. Donc, c'est une action qui a également fait beaucoup parler dans la presse, à la fois en France, mais aussi à l'étranger, en Brésil, au Colombie et même aux États-Unis. C'est important pour un groupe comme Casino qui a une image à défendre auprès du grand public, qui est un groupe qui est en lien direct avec ses clients consommateurs et qui, en France, vend une image plutôt éco-friendly, notamment avec sa branche de magasin Naturalia et les premiers magasins vegan en France, premiers supermarchés vegan en France qui ont été créés sous l'enseigne Naturalia par le groupe Casino. Et en même temps, le groupe Casino ne se soucie peu de la déforestation de l'Amazonie. Et comme l'a dit Boris en introduction, on est bien sûr un double jeu du groupe Casino qui est ici dénoncé, puisque c'est le sens de la campagne menée par Envol Vert. Pardon.
Donc, c'est une action qui est fondée sur la loi sur le devoir de vigilance. Lucie Châtelain l'a rappelé. Une loi qui a été adoptée le 27 mars 2017 au terme d'un très long processus législatif et qui oblige les très grandes entreprises de plus de 5000 salariés à publier un plan de vigilance qui doit comporter une cartographie des risques que font peser les activités de la société, celles de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs, c'est-à-dire partout dans le monde, en matière de risques sur l'environnement, sur les droits humains et sur la santé et la sécurité des personnes. Donc ici, ce que nous dénonçons dans cette action, les fautes de vigilance qui sont dénoncées dans cette action, sont principalement des fautes de vigilance liées à des atteintes à l'environnement à travers la déforestation, les incendies, la perte de la biodiversité, aux droits humains, avec la violation des droits des peuples autochtones, avec cet accaparement de terres en violation avec le droit brésilien et notamment la constitution brésilienne qui protège ces territoires autochtones, et la santé et la sécurité des personnes, puisque les incendies, avec leur fumée, peuvent aussi provoquer un certain nombre de pathologies pour les populations environnantes. C'est une action inédite, c'est la première qui est intégralement fondée sur le devoir de vigilance, première au fond, et avec un objectif, c'est que Casino se conforme à son obligation de vigilance et intègre des mesures à prendre en compte de manière à limiter et à contrer la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement, amplement documentée par les enquêtes qui ont été menées par Envolver et ses partenaires au Brésil et en Colombie, et qui est destiné à ce que Casino intègre ces mesures. Le plan de vigilance doit être mis en œuvre de manière effective, c'est-à-dire qu'on aura éventuellement un contrôle si Casino intègre ces mesures dans son plan de vigilance, des mesures qui sont propres à limiter, voire stopper la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement à travers ce système de blanchiment de bétail qu'a expliqué Boris en introduction. Donc, on demande principalement à Casino, d'abord, ce qu'il publie un nouveau plan de vigilance, qu'il intègre un certain nombre de mesures extrêmement précises. Vous avez ici un exemple des mesures, mais elles sont bien plus détaillées dans le corps de l'assignation. Et on demande à ce que le juge enjoigne Casino à publier un nouveau plan de vigilance intégrant ces mesures sous astreinte de 50 000 € par jour de retard. C'est également une action en responsabilité, puisque nous demandons également à Casino, et c'est la première action de ce type qui est menée en France, de réparer le préjudice qui découle des fautes de vigilance que nous exposons dans cette assignation. Donc, ce préjudice, c'est essentiellement un préjudice de perte de chance des populations autochtones amazoniennes de jouir d'un environnement préservé. Donc, les sommes que nous demandons sont des sommes qui seront, si nous les obtenons, qui seront affectées aux organisations représentatives des peuples autochtones qui ont directement et personnellement souffert des fautes de vigilance qui ont largement contribué à la déforestation de l'Amazonie. Donc, pour évaluer ce préjudice, nous avons fait une première évaluation qui sera consolidée au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Mais pour évaluer ce préjudice, nous sommes basés sur un chiffre qui ressort assez largement, c'est-à-dire qu'entre 60 et 70% de la déforestation en Amazonie est due à l'élevage de bétail. En 2020, selon les données satellitaires du gouvernement de l'Agence spatiale brésilienne, ce sont plus d'1 100 000 hectares qui ont été déforestés en Amazonie, ce qui nous permet d'imputer 65% de ces 1 100 000 hectares, 715 000 hectares imputés à l'élevage de bétail et qui ont été détruits sur la seule année 2020. Donc, ce sont des surfaces évidemment gigantesques. La part de marché du groupe Casino sur le bétail revendiqué par Casino dans sa réponse à la mise en demeure est de 0,2%. Alors, c'est un chiffre qui est extrêmement faible au regard de la part de marché du groupe dans la distribution au Brésil, qui est de l'ordre de 15%. Mais en tout cas, par souci de prudence, nous sommes basés sur ce chiffre, même si, en fonction des données qu'on recueillera au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, ce chiffre sera aussi susceptible d'évoluer. Ce qui nous permet d'imputer directement à Casino la perte de 1430 hectares, encore une fois, sur la seule année 2020.
Et ensuite, nous avons un chiffre, hein, c'est 1 573 € par hectare. C'est un chiffre qui ressort d'une note technique de l'IBAMA, la police de l'environnement brésilienne, sur laquelle se base le ministère public fédéral brésilien pour demander des réparations financières aux responsables de la déforestation dans le cadre d'actions civiles qui sont menées par le ministère public fédéral brésilien et qu'ils estiment la perte d'un hectare de forêt à 1 573 €, qui correspond principalement à la perte de biodiversité, ce qui nous permet d'aboutir à ce chiffre de 2 249 390 € de préjudice de perte de chance pour la seule année 2020. Donc, ce préjudice est susceptible d'augmenter au fur et à mesure des années et d'être également consolidé aussi par l'intégration du préjudice climatique, puisque pour la première fois récemment, le ministère public fédéral brésilien a pu calculer la valeur financière de la perte d'un hectare de forêt amazonienne, qui correspond à la perte d'un stock de carbone qui stocke des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Donc évidemment, cette action est aussi une action climatique, hein, elle est répertoriée comme telle par la base de données du Sabin Center aux États-Unis, puisque la destruction de la forêt amazonienne contribue à la destruction de stocks de carbone qui sont extrêmement importants. Les suites de l'action, donc il faudra évidemment l'inscrire dans le cadre du projet de directive qui est actuellement en discussion au niveau européen, avec un projet de directive sur le devoir de vigilance qui permettra d'étendre ce devoir de vigilance à l'échelle de l'Union européenne, avec une vigilance toute particulière des ONG, particulièrement dans ce moment où les industries, à travers notamment Business Europe, qui est le grand lobby des industries, font une pression considérable sur la Commission européenne pour avoir le texte, en tout cas la directive, la moins contraignante possible. Donc, cette action est une action symbolique pour porter une ambition assez forte sur le devoir de vigilance européen. Les prochaines étapes de l'action, donc Casino doit conclure, hein, doit répondre à notre assignation d'ici le 6 juillet, donc c'est bientôt. Et ensuite, le juge fixera un nouveau calendrier de procédure. On n'est pas à l'abri d'incidents de procédure qui permettraient, dans une démarche assez dilatoire, de retarder l'échéance d'un jugement pour le fond, comme le fait Total dans le cadre de l'action climat que nous avons assigné en janvier 2020, et Total n'a toujours pas répondu à notre assignation sur le fond. Donc, on n'est pas à l'abri d'une démarche de ce type-là de Casino. Donc, voilà brièvement présenter les fondements juridiques et les grands éléments de cette action inédite. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions que vous vous poserez. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien et merci également à Boris et à Lucie pour vos présentations qui montrent bien du coup les enjeux de cette action en justice contre Casino, la responsabilité et le préjudice qui est causé par cette multinationale et les risques juridiques et financiers auxquels elle s'expose. Du coup, maintenant, on va passer à la partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, si vous êtes pas sur Zoom, n'hésitez pas à poser la question directement dans le chat ou à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Et si vous nous suivez sur Facebook, on ne pourra malheureusement pas vous laisser la parole, mais vous pouvez commenter et poser votre question directement dans le chat. Je vais peut-être commencer. Vous m'entendez, c'est bien? Parce qu'il y a eu un commentaire sur Facebook auquel on souhaite répondre. Vous m'entendez, c'est bon ou pas? Très bien. Oui, c'est bon. Donc, en fait, il y avait une question concernant le cas en Colombie, enfin, les investigations
qu'il y a eu en Colombie, c'est que la personne a dit, j'ai lu dans la presse qu'un des témoins sollicité par EIA sur le sujet en Colombie s'était rétracté. Qu'en est-il dans les faits? Donc en fait, dans les faits, EIA eux ne se sont pas rétractés. Donc ils ne retirent pas cet élément de preuve qu'ils ont. Et donc voilà, ils continuent à défendre ces éléments et ils communiqueront publiquement très prochainement sur ce sujet. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un témoin qui était anonymisé pour des questions de sécurité. Et donc pour ces questions-là, il y a aussi des aspects sécurité qui font que ça prend du temps aussi à répondre en Colombie. Mais en tout cas, voilà, EIA ne s'est pas rétracté par rapport à cet élément et le rapport tient toujours. Il y a une question sur « J'aimerais que le blanchiment puisse être réexpliqué ». J'imagine que ce n'était pas forcément clair. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, les distributeurs ont un regard sur les fermes qu'on appelle directes, c'est-à-dire les fermes qui fournissent directement les abattoirs où la viande va être découpée, où il y a la tuerie de l'animal et où la viande est découpée. Donc voilà, en gros, toute la politique que vous pouvez voir sur ce qui est dit, que ce soit sur Casino, Carrefour ou d'autres distributeurs, ne va s'appliquer uniquement qu'aux fermes directes, donc celles qui sont directement au contact de l'abattoir. Et ensuite, en fait, il faut savoir que la chaîne d'approvisionnement du bœuf, le secteur du bœuf, au Brésil et en Colombie, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes. Il y a l'étape de la naissance, merci Sébastien, voilà, vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc, vous avez différentes étapes. Il y a l'étape de la naissance, l'élevage, l'étape d'engraissement. Et après, il y a le moment où le bovin est tué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette filière, elle peut être légale, elle peut être reconnue. Et en général, pour éviter de... comment dire, il y a cette filière qui est légale, pardon, et à côté de ça, il y a des fermes qui vont, on va dire, déboiser illégalement, qui vont dépasser leurs limites de production, qui vont couper des forêts, peut-être même en réserve forestière. Et en fait, ces fermes, théoriquement, elles n'ont pas le droit de vendre leur bœuf, vu qu'il est issu de coupes illégales de bois, où il peut y avoir des violences, ou issu de réserves indiennes. Et donc, en fait, pour vendre ces bovins, au lieu de les vendre directement, ils vont les relégaliser en les faisant passer par la filière légale. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le blanchiment. C'est-à-dire qu'en fait, ces bovins illégaux sont rendus légaux en passant par des fermes qui, elles, sont reconnues. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une ferme au Brésil et en Colombie, c'est entre 1 et 2 têtes de bovins à l'hectare, en 0,5 on va dire et 2,5. Donc voilà, vous avez un bovin par hectare. Quand vous avez une ferme de 100 hectares, vous pouvez vendre que 100 bovins, pour faire simple. Et parfois, ces fermes qui sont donc légales, elles vendent sur une année 600, 700, voire des fois 2000 bovins. Donc en fait, tout ce qui est au-dessus des 100 bovins, c'est donc du blanchiment de bovins. Et donc en fait, c'est une pratique qui est vraiment répandue pour légaliser la déforestation et les pratiques illégales. J'espère que c'est plus clair, mais c'est quelque chose qu'on a pu identifier à la fois au Brésil et à la fois en Colombie. Et à nouveau, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment une pratique qui est systémique et on n'est pas les seuls à l'avoir identifiée. Alors Boris, il y a eu un autre commentaire dans le chat de Zoom sur la rétractation du témoignage du fermier colombien, en disant qu'il y a eu des articles dans la presse colombienne, notamment dans El Tiempo, qui expliquent bien qu'il y a eu une rétractation écrite, en disant également que c'est difficile à suivre vu de l'extérieur, et en demandant si les infos retranscrites par la presse colombienne sont fausses. Alors, tout d'abord, cette investigation, elle a été portée par Environmental Investigation Agency, qui est une agence d'investigation reconnue, qui travaille sur les sujets d'investigation environnementale de longue date. Donc, ils ont des processus assez longs pour vérifier leurs sources, pour mettre en place ce genre d'études, des études qui durent un an et demi, voire 2 ans, le plus souvent. Et donc, voilà, il y a tout un processus pour assurer les preuves. Il y a encore des éléments qui doivent être, j'imagine, assez troubles pour que ce témoin qui était censé être anonyme puisse se rétracter. Donc voilà, donc ça, on ne comprend pas trop tout ça. Ce qui est sûr, c'est que EIA ne s'est pas rétracté, donc n'a pas remis en cause
son rapport. Donc, il considère que les éléments sont suffisamment robustes sur le sujet. On imagine qu'il y a eu des pressions assez importantes en Colombie, hein, où il faut savoir que les producteurs bovins sont quand même les descendants du colonialisme colombien, pour faire très rapidement, et qu'il y a quand même des liens assez importants avec les paramilitaires et toute la guérilla qu'il pourrait y avoir en Colombie. Donc il y a quand même de gros enjeux sur les questions de territoire en Colombie. S'il y a eu une guerre civile qui a duré si longtemps en Colombie, c'est quand même à la base sur ces questions de territoire. Donc on imagine qu'il y a des enjeux très forts et que le témoin, même s'il était anonymisé dans notre rapport, a pu être identifié par les personnes qui étaient incriminées. Donc, ce qui est sûr, et ce que nous, on peut vous dire à date, et qui est lié à ce que nous, on sait, et ce que nous a dit EIA quand on a vu cette information, c'est que EIA ne retire pas son rapport, qu'ils vont communiquer publiquement sur le sujet, peut-être même dans des médias, et que voilà, une fois que EIA aura répondu, on pourra donner des éléments plus précis sur ce point. Merci Boris. Je te lis une autre question de Jamil Issa. Donc, bonjour, je suis chargée de cours en sciences de gestion. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure les rapports de Muddywater sur Casino pourraient vous aider dans votre action? À ma connaissance, quoi qu'on pense des objectifs de ce fonds activiste, ces informations se basent sur des preuves qui accablent souvent les entreprises visées. Écoutez, déjà, il faudra qu'on constitue, qu'on regarde ce qui est ce qui est évoqué dans ces rapports. Je ne connais pas en détail de ce qu'il y avait dans ces rapports. Ce qui est sûr, c'est que nous, quand on a lancé en fait cette investigation sur le groupe Casino, il faut savoir qu'on est une petite ONG, hein, donc une ONG avec assez peu de salariés. Et voilà, on s'est basé en fait sur des rapports qui existaient déjà, donc de Chain Reaction Research, Amazon, d'autres grosses structures qui travaillaient sur le sujet. Et en tant qu'ONG française présente à la fois en Colombie et au Brésil, on a regardé ces rapports-là. Et ensuite, on a fait aussi une étape de socialisation de notre projet auprès notamment des ONG brésiliennes, car nous ne sommes pas présents au Brésil. On est présent en Colombie, mais pas au Brésil. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ONG brésiliennes, et elles nous l'ont répété au fil des mois, elles ont soutenu et elles soutiennent activement notre travail, le travail de la coalition, le travail des avocats. Ils ont été soutenus aussi par même les populations autochtones qui se sont joints également à cette initiative. Mais voilà, toutes les grosses ONG brésiliennes soutiennent cette démarche parce qu'aujourd'hui, et c'est assez vrai aussi en Colombie avec Duque, mais avec le président Bolsonaro, il est très compliqué de faire avancer la problématique environnementale. Et un des moyens d'action, c'est quand même d'agir sur les principaux distributeurs, là sur la distribution au Brésil. Et donc les deux leaders de la distribution au Brésil sont français. C'est pour ça qu'ils soutiennent tout ça, sachant que ces distributeurs, même s'ils annoncent des politiques, ces politiques ne s'appliquent pas aux fermes indirectes et donc ne répondent pas à la question de la déforestation. Donc oui, on regardera ce rapport, mais pour l'instant, on ne le connaît pas et c'est possible, peut-être, Sébastien, tu peux peut-être rebondir là-dessus, mais d'ajouter des éléments au fil de la procédure et peut-être qu'on peut décrire ça et que le fait que d'autres éléments de preuve peut être ajoutés au fil de l'eau. Oui, je confirme, jusqu'à l'audience, on peut apporter, voilà, dans le respect du principe du contradictoire, de nouveaux éléments de preuve. Merci pour vos réponses. La prochaine question s'adresse du coup à Sébastien Mabille. Alors, le devoir de vigilance n'ayant pas encore de jurisprudence sur le fond, n'avez-vous pas peur d'une interprétation restrictive de la part du juge français, notamment du fait des périmètres des relations commerciales établies et la situation contextuelle d'atteinte résultant des activités des fournisseurs de rang 2? Alors, oui, alors c'est effectivement, il n'y a pas de jurisprudence sur le devoir de vigilance. On est sur quelque chose de nouveau. C'est à nous de construire cette jurisprudence. Le devoir de vigilance n'a de sens que s'il s'exerce sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. C'est l'objectif qui a été fixé par le législateur quand il a adopté cette loi en 2017.
Hein, l'origine, c'est bien le drame du Rana Plaza en 2013, cet immeuble à Dakar qui s'était effondré dans le cadre de multiples petites mains qui travaillent dans des ateliers de confection sont morts, décédés, et on a retrouvé dans les décombres des marques, des étiquettes de grandes marques, et on était vraiment sur le bout de cette chaîne d'approvisionnement pour des grandes marques du textile. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si le devoir de vigilance ne s'exerce comme l'exerce Casino, uniquement sur les fournisseurs directs des abattoirs, ça n'a pas de sens puisque ce système est détourné à travers ce système de blanchiment de bétail qui est mis en place en Amazonie de manière à finalement faire écran, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs propres, facialement propres, qui fournissent les abattoirs, mais derrière, nous avons la déforestation qui provient de fournisseurs indirects. Donc, si le devoir de vigilance ne s'exerce pas sur l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement, il n'a pas de sens. Alors, la notion de relation commerciale établie est une notion qui est définie par la jurisprudence de manière assez précise, hein, par la chambre commerciale, et avec des critères qui sont quand même relativement souples pour définir une relation commerciale établie, qui peut être établie même si la relation commerciale est brève, même si elle porte sur un faible volume d'achat. Et là, en l'espèce, la relation commerciale entre Casino et les entreprises qui commercialisent la viande, les abattoirs, hein, JBS, Marfrig pour les principaux, son caractère établi, à notre sens, n'est pas contestable et ne peut pas être contesté. Après, l'enjeu de ce dossier, ça sera de savoir si effectivement le devoir de vigilance s'exerce ou non sur l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement, ce qui est notre position et ce qui est celle de l'ensemble des associations membres de la coalition. Hein, peut-être Lucie de Sherpa pourra en dire un mot, mais en tout cas, nous avons confiance pour que le juge comprenne que c'est le sens même de cette loi d'exercer ce devoir de vigilance sur l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement, y compris sur des fournisseurs très indirects par rapport au groupe Casino. Cécilia, on m'a fait remonter une question sur Facebook. Donc il a été indiqué à signer Casino, ok, mais pourquoi pas Carrefour alors que c'est le numéro 1, surtout pourquoi pas JBS? Alors par rapport à JBS, on peut d'ores et déjà vous répondre. Hein. Donc, nous, ça aurait pu être pertinent en effet d'assigner JBS. JBS, c'est une structure qui est basée aux États-Unis et la loi sur laquelle enfin, vous pourrez compléter Sébastien et Lucie, mais globalement c'est une loi française, donc pour l'instant elle s'applique que pour les sociétés mères basées en France et non, c'est basé aux États-Unis. Au Brésil. JBS est basé au Brésil en plus, tout à fait. Très juste. Mais voilà, en tout cas, c'est pas la France. Donc voilà. Donc, par contre, sur Carrefour, la question se pose et on se l'est posé longuement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la date au moment où on a choisi cette investigation, de faire cette investigation sur Carrefour, pardon, Casino justement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a eu plusieurs éléments qui nous ont fait choisir Casino. Le premier, c'est que Casino était présent à la fois au Brésil et en Colombie. Et que nous, on est une ONG qui est présente en Colombie. Donc, on a voulu vraiment regarder à la fois sur ce qui se passait au Brésil et puis aussi ce qui se passait en Colombie. La deuxième raison, c'est qu'à l'époque de l'investigation, Casino était juste devant Carrefour au Brésil. Carrefour est désormais numéro 1 parce qu'ils ont racheté le groupe Big, mais c'était juste au début de l'année. Et la troisième raison, et la principale, c'est qu'il y avait eu des études qui avaient été réalisées par des scorecards en fait. Hein. Donc, c'est des mesures de performance des politiques environnementales qui avaient été réalisées par Forest 500 et d'autres ONG et qui indiquaient que Carrefour était meilleur que Casino sur sa politique bœuf. Donc voilà, toutes ces raisons, et il y en a d'autres, font qu'on a choisi Casino par rapport à Carrefour. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas profiter du travail que l'on fait sur Casino pour pousser Carrefour. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que de par l'action que l'on mène sur Casino, Carrefour fait des actions similaires. Notamment, Casino a lancé un pilote sur les fermes indirectes, un tout petit pilote avec un outil qui s'appelle Visipec sans aucune transparence, mais c'est déjà un premier pas. Et Carrefour l'a fait quasiment au même moment. Donc voilà, donc il y a des choses qui avancent et le fait de voilà, cibler un acteur, ça fait aussi bouger un autre acteur. Désormais que Carrefour est leader au Brésil, on va également les engager, mais avec un courrier à ce sujet qui sera envoyé. Mais voilà, sachez que on pousse également cet acteur-là, mais qu'on a choisi Casino pour les raisons que je vous indiquais au début.
Merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il reste encore des questions sur Zoom? Je n'en vois plus. Est-ce qu'il y en a encore des questions sur Facebook? D'accord, il n'y a On me plus de dit que questions non. sur Facebook non plus. Alors, du coup, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions par la suite, on pourra toujours y revenir. Mais maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, on vous propose d'élargir un petit peu le sujet ensemble sur justement la question des moyens d'action qui sont à disposition des citoyens et des citoyennes pour lutter contre l'impunité des multinationales. Donc, un des moyens, c'est la désobéissance civile. Donc, Maître de Cambière du cabinet Seattle Avocat prendra la parole avant le débat, justement pour nous donner des éléments juridiques qui encadrent la désobéissance civile. Et après, on aura l'intervention de Sébastien, qui est rebelle à Extinction Rebellion, qui est un mouvement international de désobéissance civile qui lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc, Extinction Rebellion est un acteur externe à la coalition qui a été formée contre Casino, et il pourra nous présenter un petit peu sa vision ou leur vision de la désobéissance civile et ce qu'ils ont mis en place dans le cadre de l'affaire Casino. Donc, avant de laisser la parole à François, je vais peut-être juste un tout petit peu dire quelques mots sur l'importance de la mobilisation citoyenne. En tout cas, c'est vrai qu'à notre affaire à tous, la mobilisation citoyenne, c'est quelque chose de très important qu'on met vraiment au cœur de toutes nos actions, puisque la mobilisation citoyenne, elle permet aux gens d'agir à leur niveau, de changer les mentalités. Ça donne une légitimité. Cette mobilisation donne une légitimité à nos actions en justice et à notre plaidoyer. Ça va de la mobilisation sur les réseaux sociaux à l'action sur le terrain, en passant par des marches pour le climat. On voit qu'il y a plusieurs leviers d'action qui sont à disposition des citoyennes et des citoyens pour agir aux côtés des ONG, pour donner de l'ampleur à nos actions et faire entendre nos voix, vos voix, face à ceux qui détruisent la planète. On part vraiment du principe qu'on est une communauté agitante. On croit dans ces communautés qui vont s'organiser, qui vont agir, parce que c'est ces communautés-là qui vont faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde puisse agir à nos côtés, puisqu'on a besoin d'un changement à toutes les échelles. À toutes les échelles. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très fort dans beaucoup d'organisations du mouvement climat et à notre affaire à tous tout particulièrement. Aussi parce qu'on est sur un sujet, donc là on vous présente beaucoup de ces actions juridiques et souvent les actions juridiques sont réservées à un milieu assez restreint et on veut redonner le pouvoir aux citoyens en leur donnant aussi cette connaissance du droit, les moyens qui existent pour défendre nos droits. Pour construire ce droit du XXIe siècle, un droit de l'environnement, un protecteur de la planète et du vivant. Et c'est pour ça que ce soit dans l'affaire du siècle ou dans nos actions contre Total, on demande, on sollicite en tout cas la mobilisation citoyenne pour se sentir plus nombreux, pour être vraiment, ce que je disais tout à l'heure, une communauté agissante. Dans le cadre de l'affaire du siècle, c'est vraiment cette mobilisation citoyenne, c'est 2,3 millions de personnes qui ont signé la pétition dans cette action en justice contre l'inaction climatique de l'État, qui ont permis de donner de la visibilité, de donner de l'ampleur à cette action en justice et de faire qu'on a eu une écoute au niveau des médias, au niveau des pouvoirs publics, que cette action a pris vraiment, est devenue une action très emblématique de l'action climatique des ONG, parce qu'il y a eu cette force des citoyens qui se sont levés pour demander aux juges de faire respecter leurs droits à vivre dans un environnement sain, le droit des générations futures, de demander à l'État français de prendre plus d'actions pour protéger l'environnement et le climat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Là, c'est au niveau national, mais même au niveau local, c'est important de se mobiliser aux côtés de tous les collectifs qui luttent contre les projets polluants et imposés au niveau du territoire, partout sur le territoire. Nous, c'est ce qu'on fait à notre affaire à tous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de Super Local avec Partager c'est sympa et qui continue maintenant dans d'autres cadres, de pouvoir accompagner les collectifs, leur donner plus de force, et les citoyens peuvent justement s'investir en accompagnant ces collectifs par toutes les compétences qu'on peut apporter, ou ne serait-ce que de la présence sur des actions sur le terrain. Et c'est ça qui permet de remporter des victoires petit à petit, à l'échelle locale, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale.
Et là, pour revenir à cette action, donc à cette action contre Casino, donc Extinction Rebellion s'est joint à nous à mener un certain nombre d'actions sur le terrain, justement pour faire connaître cette initiative et la responsabilité de Casino dans la déforestation en Amazonie. Et pour resituer un petit peu, donc je laisserai Maître de Cambière et Sébastien représenter un petit peu plus ce que c'est que la désobéissance civile, mais la désobéissance civile, ce n'est pas forcément une action d'envergure qui entraîne un risque de responsabilité pour les participants. Là, dans ce domaine-là de l'agroalimentaire, la désobéissance civile, c'est aussi le fait de boycotter une marque, une enseigne, de choisir des circuits courts plutôt que des chaînes. C'est être alerte et conscient de l'impact de son assiette sur la Terre, sur ses ressources, sur les autres habitants de la planète. Et c'est aussi se renseigner sur l'origine de ces aliments, tant végétaux que de la viande et du poisson. Donc voilà pour resituer un petit peu le débat. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Maître de Cambière pour qu'il nous présente un petit peu les aspects juridiques qui sont liés à la désobéissance civile. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Cécilia. Alors, je vais partager quelques slides, mais je serai rapide parce qu'il est déjà 21h12. Et sur ces sujets juridiques, je ne veux pas retenir trop longtemps votre attention, mais juste voilà, cadrer un peu peut-être le débat. Tu as utilisé de très beaux mots, agir, s'impliquer. Alors la question qu'on se pose ensuite derrière, c'est est-ce qu'on risque quelque chose? Et en fait, quelle est l'appréhension qu'en ont les tribunaux? On entend malheureusement beaucoup trop souvent dans la presse actuellement, de plus en plus récemment, des procédures qui sont déclenchées contre des militants. Vous avez tous entendu parler, évidemment, j'imagine, et vous avez sans doute été choqués de voir que des décrocheurs pacifiques de tableaux ou Sébastien Crocodile, tu pourras nous en parler, des militants d'Extinction Rebellion sont poursuivis pour avoir simplement voulu alerter sur l'effet extrêmement polluant du trafic aérien. Voilà. Alors, avec cette petite introduction, est-ce que là, vous avez mon PowerPoint qui s'affiche et qui est partagé? Oui, c'est bon. Oui, alors pourquoi je n'arrive pas à changer les pages? Ah, c'est bon, voilà. Hop. Parfait. Donc, pour commencer, déjà, le mot désobéir, en général, c'est un vilain mot. C'est un mot qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Désobéir, c'est mal. Et donc, quand on parle de désobéir, on sous-entend immédiatement punir. Donc, c'est vrai que la prévention par le droit de la désobéissance civile, ça a souvent été un réflexe de poursuite, de sanction. Je vais catégoriser peut-être de façon un peu mécanique, mais ça permet d'avoir une vision globale sur qu'est-ce que la désobéissance civile et quel type de réponse le droit y apporte. Alors, il y a évidemment la sensibilisation. La sensibilisation, ça peut se faire de plein de manières différentes, mais on pense à des grandes actions de désobéissance civile sur de la contre-pub, des affichages, des détournements de marques qui font l'objet soit dans le cadre de manifestations, soit dans le cadre de campagnes, qui permettent d'attirer l'attention sur une action néfaste ou des préjudices causés par une activité polluante ou quelle qu'elle soit. Alors, le droit, il s'est souvent montré très protecteur des entreprises, parce que c'est vrai que le droit est souvent du côté des puissants, ça c'est la réalité des choses, et on va y revenir, heureusement il y a une évolution, mais on partait d'un principe où le détournement était sanctionné de manière systématique. Donc, juste quelques petites anecdotes et quelques éléments intéressants à retenir dans comment le droit appréhende cette désobéissance civile en termes de sensibilisation. Ce qui est important lorsqu'on veut faire un détournement pour qu'il ne soit il y a moins de chances, moins de risques d'être sanctionné, c'est que ce soit explicite. C'est-à-dire qu'il faut être, dans ce cas-là, caricatural, identifiable et symbolique. Pour ça, je trouve que l'action qu'a fait Extinction Rebellion devant les Naturalia, et Sébastien nous en parlera, avec ces vaches qui étaient devant, c'était extrêmement comique et en plus, voilà, aucun risque de dire, bon, là, quelqu'un pense sérieusement qu'il y a un détournement qui est fait par un casino, par un de ses concurrents. Et on est tout de suite dans un registre qui, en plus, va marquer, parce qu'on est dans le sarcastique, on peut être dans la caricature ou dans la parodie. Donc, évidemment, comme dans la parodie, le second risque, c'est que la marque considère qu'on porte atteinte à son image de marque, qu'on se moque des valeurs qu'elle veut véhiculer. Et là, il y a eu déjà énormément de poursuites. Alors, heureusement, la jurisprudence a évolué et pendant très longtemps, les marques obtenaient la condamnation, notamment Greenpeace a été condamné à plusieurs reprises pour avoir détourné des logos d'entreprises dont elles dénonçaient l'impact polluant. Il y a eu un grand arrêt qui a été une ouverture des vannes un peu sur cet aspect de détournement de marque. C'est un arrêt contre Areva, puisque Greenpeace a obtenu en dernier lieu devant la Cour de cassation d'avoir le droit de détourner
le logo d'Areva, qu'elle assimilait directement à une tête de mort et à un danger de mort pour dénoncer justement les risques du nucléaire. Donc ça, c'est très important. Du coup, on a vu se déplacer le type de réaction, parce qu'on parle bien de réaction, hein, là, on était en train d'évoquer ce que peut faire le groupe Exito, la filiale colombienne de Casino, pour essayer peut-être, hein, je ne sais pas, mais il y a des éléments qui devront être éclaircis sur pression, pas pression. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque, et dans l'absolu, on dénonce l'attitude d'une entreprise, d'une multinationale, très souvent, on entend le risque de poursuite en diffamation ou en dénigrement. Alors, la diffamation, ça veut dire que vous portez atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, et on peut viser une entreprise. Le dénigrement, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va directement critiquer des produits ou des services d'une entreprise. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Vous en avez peut-être entendu parler, vous avez lu dans la presse. Ce sont les décisions qui ont été rendues, enfin la décision qui a été rendue contre Yuka, l'application que vous connaissez, que vous utilisez sans doute pour la plupart d'entre vous, qui a été condamnée pour dénigrement et pratiques commerciales trompeuses parce que Yuka, dans le cadre de ses notations en fait, de produits de charcuterie, alertait sur les risques cancérigènes qui sont connus hein, de ces produits de charcuterie et des additifs nitrités qui peuvent entraîner le cancer, notamment colorectal. Et Yuka a été poursuivie par la Fédération des charcutiers devant donc, le tribunal de commerce parce qu'elle renvoyait vers une pétition, qui était une pétition qui appelait les gens à se mobiliser pour finalement se détourner de ce type de produit et exiger des produits sans nitrite. Donc, vous voyez, on a une pression forte des entreprises pour essayer finalement de désinciter, de dissuader les gens de s'engager sur ce type de campagne. Alors, ça, c'était le moins risqué, on va dire. Il y a deux autres types d'actions qui existent hein, et qui, là, on arrive finalement dans un passage à l'acte. Jusque-là, on est dans une sensibilisation. Et quand on parle de passage à l'acte, on pense soit au blocage, soit à la mise en scène. Alors, le blocage, il y a des grandes, finalement, on pourrait parler d'énormément d'opérations qui ont été menées, mais récemment, je rends hommage quand même à Sébastien qui nous en parlera peut-être. Il y a ces très belles actions qui ont été menées notamment par Extinction Rebellion sur les aéroports, de venir et d'occuper le tarmac parce qu'on dénonce voilà, le trafic aérien et son impact polluant. Des militants sont poursuivis, alors pour tout un tas d'infractions. En général, on pense effectivement, ce qui est dangereux, c'est dès lors qu'il y a blocage avec dégradation, parce que là, la dégradation va permettre tout de suite de poursuivre des personnes. Vous savez, c'est par exemple l'occupation des agences bancaires ou des choses comme ça, le vol de chaises dans les agences BNP Paribas. Bon, on trouve un prétexte. Hein. On peut compter sur la justice dans ces cas-là pour finalement s'abriter derrière même certains détails les plus futiles pour qualifier une infraction. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il n'y aurait pas d'infraction. Là, on a une appréhension quand même assez orientée, pour ne pas dire parfois préoccupante. On peut aussi penser à l'attroupement, c'est-à-dire que les manifestations, vous savez que les manifestations, il y a des règles extrêmement précises de déclaration en préfecture, etc. Et dès lors qu'on est plusieurs et qu'on pourrait constituer un attroupement illégal, ça peut aussi être poursuivi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut anticiper quand on conçoit une opération et nous doute que dans la pratique, on en reparlera. Sur la mise en scène, je vais prendre juste un exemple hein, extrêmement symbolique, c'est les Femen. Tout le monde a, et c'est bien heureux, eu connaissance de ces actions qui ont alerté notamment sur les violences faites aux femmes dans un pays qui est quand même un pays où la règle de droit est peu souvent respectée comme la Russie. Les Femen, elles ont été poursuivies et elles ont été condamnées, pour certaines d'entre elles, pour exhibition sexuelle. Donc, on est là dans on va dire, l'archétype de ce qui semble être la poursuite illégitime, juste pour museler une action de désobéissance civile qui a un objectif légitime, on va y revenir, de dénoncer des faits. Alors, une fois qu'on a dit ça, là, on a un tableau qui est extrêmement sombre. Heureusement, on constate que le droit évolue. Le droit évolue parce que je crois que Cécilia, comme tu l'as rappelé, il y a une véritable prise de conscience. Et si on prend une action comme l'affaire du siècle, la mobilisation incroyable que vous avez réussi à mobiliser, et nul doute, hein, responsable aussi, hein, une des causes de cette magnifique décision du Conseil d'État pour Grande-Synthe, puis du tribunal administratif de Paris hein, dans l'affaire du siècle, parce que justement, ça mobilise et ça fait changer et évoluer les mentalités. Et donc, le droit ne peut pas non plus rester inerte hein, sur ces avancées. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que la désobéissance civile, justement parce qu'elle a vocation à être symbolique, elle est protégée par la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est donc un principe qui est un principe fondamental de notre République, qui nous vient d'une grande loi aussi de 1881, qui nous vient d'un article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est un principe, et ça c'est un point sur lequel je veux insister, qui ne s'applique pas qu'aux journalistes.
la liberté d'expression, c'est pour tous les citoyens. Et dès lors qu'un citoyen, quel qu'il soit, veut s'engager, notamment pour mener une action de désobéissance pacifique qui a vocation à s'exprimer sur un sujet, il doit être couvert par la liberté d'expression. Et ça, heureusement, on a aujourd'hui des juridictions, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui le disent. Et en droit français, ça se traduit par des décisions concrètes qui sont remarquables, qui sont récentes, donc on va en parler. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, si on reste dans les limites admissibles, c'est-à-dire de manifestations qui ne sont pas violentes et qui ne portent pas atteinte au respect de la dignité de la personne, on en vient à une jurisprudence qui aujourd'hui reconnaît le droit d'une démarche de protestation politique et citoyenne et qui la protège. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il peut y avoir des poursuites et il y aura vraisemblablement des poursuites parce qu'aujourd'hui, les procureurs, qui sont donc les autorités judiciaires chargées de poursuivre des infractions, ne vont pas renoncer à les poursuivre, malheureusement. Il y a aussi des raisons qui participent aussi de l'organisation de l'état de droit, du système hiérarchique, du fait que le parquet en France n'est pas indépendant. Ça, c'est une réalité. Mais les juges qui vont ensuite juger sont des juges qui, eux, sont indépendants. Et là, on voit émerger une véritable reconnaissance de ces actions de désobéissance civile et la nécessité de les protéger. Les Femen, je vous en ai parlé, ça a été très long. Mais les Femen, il y a une magnifique décision qui a été rendue par la Chambre criminelle début 2020, en février, qui a reconnu que, même si, effectivement, bon, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour des raisons plus liées au sexisme qu'autre chose. Est-ce que le fait qu'une femme, plus qu'un homme, exhibe sa poitrine constitue bien le délit d'exhibition sexuelle? En tout cas, c'est écrit. Mais est-ce que c'est un délit qui doit être condamné? La réponse, là, pour le coup, est satisfaisante. Non, puisqu'il ne s'agit pas simplement de s'exhiber pour s'exhiber. Il s'agit de le faire dans une démarche de protestation politique et que sa sanction constituerait donc une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Vous avez là une décision judiciaire qui est extrêmement importante et fondamentale. Et d'ailleurs, on en a vu très rapidement les conséquences. Vous avez tous entendu parler des décrocheurs des tableaux de Macron. Toutes ces militantes et militants qui ont mené ces actions, et ils sont très nombreux, et ils l'ont fait de manière très courageuse, ils ont tous été poursuivis et quasiment tous, dans un premier temps, condamnés, notamment pour vol. Pas qu'en sens, mais pour ne pas être trop long, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a eu une évolution en 2 temps. Vous avez peut-être entendu parler d'une décision de Lyon qui avait retenu l'état de nécessité, puisqu'en réalité, une opération de désobéissance civile, si elle est menée dans un but qui est un but pour prévenir un danger imminent, actuel et proportionné à la gravité des faits, on peut se dire dans ce cas-là que ce n'est pas punissable. Ce qu'avait jugé le juge de Lyon, bon, finalement, il a été déjugé par une cour d'appel et on en est revenu à une décision qui, à mon sens, qui n'était pas tout à fait injustifiée. Parce que le problème de l'état de nécessité, c'est quelque chose qui est né pour, vous savez, la mère ou le père de famille à l'époque, au 19e siècle, qui ne pouvait pas nourrir ses enfants. La seule solution, c'était de manger et donc de voler pour quelque chose qui est immédiat et qui est une menace. Donc, le droit à trouver une solution, à mon avis, qui est extrêmement importante, c'est l'expression. C'est la liberté d'expression. Et lorsque vous allez voler des tableaux ou lorsque vous allez, on peut imaginer moult opérations, lorsque vous allez le faire dans un objectif purement symbolique et pour exprimer une démarche de protestation politique ou citoyenne, eh ben, ça reste dans la limite admissible de la liberté d'expression. Et donc, il n'y a pas de délit. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça peut être multiplié, ça peut être répliqué dans tous les types d'opérations et que c'est quelque chose que les juristes aujourd'hui valident et qui va vraisemblablement être validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on est à l'aune finalement d'une reconnaissance de ce droit à la désobéissance civile. On voit qu'on a de plus en plus d'opérations et vous tous, membres et militants d'associations, vous avez ce grand mérite de mener ces opérations. Et donc le droit, et les avocats, je pense, on est nombreux, seront à vos côtés pour faire reconnaître ce droit. Je veux dire qu'à l'étranger, on est aussi en train d'évoluer. Il y avait une action qui avait été menée contre des activistes suisses qui avaient dénoncé le rôle notamment des banques Crédit Suisse sur le financement des énergies fossiles. Et on voit que des juridictions dans d'autres pays retiennent le même type de raisonnement. Ils sont sur l'état de nécessité, mais c'est à peu près le même type de raisonnement. Pour l'anecdote, c'était Roger Federer qui avait été, peut-être que ça fait aussi partie des choses à faire, au-delà de la désobéissance civile, de mobiliser des leaders d'opinion, en tout cas des personnes dont l'image peut être sollicitée. Je finis là-dessus, en 2 mots. On parle souvent du pénal. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le droit est plutôt protecteur.
On ne va pas parler de ce qui se passe si jamais il y a une garde à vue, etc., etc. Mais il y a moult façons de vous protéger et de connaître vos droits. L'important, c'est de connaître ses droits lorsqu'on participe à une opération. Il n'y a pas simplement la désobéissance civile. Quand on va aujourd'hui en manifestation, il faut être formé, il faut savoir comment réagir. C'est important. Et donc, je finis là-dessus. Au-delà du pénal, est-ce qu'une entreprise peut tenter de vous empêcher de rentrer dans des locaux, par exemple, pour faire une opération? Et bien, la réponse, elle a été apportée de manière extrêmement intéressante par le juge à Paris, donc, qui a rendu une ordonnance qui a rejeté l'action d'Apple, qui avait demandé au tribunal d'interdire l'entrée des militants d'attaque dans ces Apple Store, parce que vous voyez, et là j'en finis là, encore une fois, il s'agissait de limiter de manière excessive la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Voilà. Donc, pour finir, ce qui est fondamental, c'est que lorsqu'on veut faire de la désobéissance civile, il faut que ce soit pacifique. On revendique une liberté d'expression et de manifestation. Et puis surtout, on est dans une campagne d'intérêt général. C'est-à-dire que tu disais, Cécilia, agir, s'impliquer, mais il y a aussi informer. Parce que dans l'intérêt général, vous avez le droit, et tous les citoyens ont le droit d'informer, de participer à cette information, mais c'est également le droit pour les citoyens d'être informés et de recevoir de l'information. Et ce droit, il est fondamental. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, François. C'était vraiment très intéressant et on voit à quel point c'est important de bien connaître nos droits aussi pour pouvoir justement revendiquer notre droit à se manifester et à revendiquer, à faire part de nos revendications. Et on voit à quel point aussi la jurisprudence évolue et va dans notre sens. Et ça montre aussi une vraie prise de conscience de plus en plus large de l'importance climatique, justement, puisque la justice commence à aller de plus en plus dans notre sens à tous les niveaux. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien de Extinction Rebellion, qui va nous parler un petit peu de son expérience sur la désobéissance civile au sein d'XR. Eh bien, merci beaucoup. Bravo, François. Je pense que tu es prêt pour faire des accueils nouveaux au sein d'Extinction Rebellion. C'était une très bonne présentation. En effet, Extinction Rebellion, nous sommes un mouvement de lutte contre la catastrophe climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et c'est donc un mouvement d'activistes, c'est-à-dire pas de militants, c'est-à-dire des citoyens qui ont décidé de s'engager sur le terrain de la désobéissance civile. Je compléterai juste en disant que pour une partie, c'est la stratégie d'opposition et le fait d'aller au procès, voire à l'arrestation, voire au procès, fait aussi partie de la désobéissance civile, c'est-à-dire c'est aussi une manière de confronter la réalité des choix politiques, du politique, en termes de politique publique par rapport à cette destruction. En tout cas, c'est celle qui a été faite par Extinction Rebellion et maintenant est suivie, et qui en fait, l'idée est quand même d'aller le plus loin possible, tout en étant en effet dans la non-violence, puisque c'est un principe central des mouvements de désobéissance civile, notamment pour massifier. En effet, ça va de trois caractérisations. C'est la sensibilisation, le blocage, qui est donc les blocages, intrusions, tout ce qui est disruptif d'un point de vue économique, et ce qui est la mise en scène et l'artivisme, c'est-à-dire des choses qui créent un récit qui doit être impactant. Donc, dans le cas de cette affaire Casino, Extinction Rebellion a décidé de s'approprier cette affaire quand elle avait entendu. D'abord parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas au courant, mais et surtout, en plus, à cause de l'hypocrisie, en plus du greenwashing opéré par Casino via sa campagne, mais aussi le fait qu'il exploite même le souci écologique via ses filiales de Naturalia, tout en étant aussi destructeur. Ce qui rejoignait notre revendication numéro 1, qui est celle de dire la vérité. Et donc, comme c'était dans un cas assez particulier qui était la période du Covid, le fait de faire un blocage, une intrusion, quelque chose d'offensif, est devenu assez compliqué sur le cas Casino, puisque les facultés de mobilisation, de déplacement étaient plus limitées. Et donc, l'idée a été de lancer une action décentralisée au sein de groupes locaux. C'est-à-dire que nous sommes organisés dans des groupes. Extinction Rebellion est une organisation horizontale, donc chaque groupe local choisit de manière totalement indépendante. Et donc, les groupes locaux se sont organisés pour aller, disons, trouver la façon dont ils voulaient faire une action impactante sur le même week-end pour cibler les magasins Casino et ou Naturalia ou Monoprix. Et donc, la majorité ont choisi de la sensibilisation
certains de l'activisme et l'autre ont fait du blocage avec sensibilisation. Donc, pour décrire, les groupes s'organisent aussi selon le nombre. Ce qui est intéressant, c'est qu'à très très peu, on peut faire une action de désobéissance civile. Il y a des gens qui l'ont fait à 3 ou 4. Donc, il y a eu de l'affichage. Il y a eu des gens qui sont juste rentrés à 3 dans un magasin, je crois que c'était, ou à 5 à Amiens, pour prendre un parti les gens qui étaient présents, en distribuant des tracts, en tâchant de sensibiliser les personnes présentes. D'autres, à Paris, ont fait des distributions de tracts devant un Naturalia avec un die-in. Et les tracts, en fait, expliquaient justement les différences entre les différents types de magasins dits bio, et comment ceux qui en fait relèvent du circuit court et ceux qui relèvent en fait d'une grande distribution assez hypocrite comme Naturalia, où en fait déjà certains aliments viennent d'un circuit très long et surtout appartiennent à Casino qui lui-même est impliqué dans la destruction en Amazonie. Et donc c'était aussi l'idée de dire que le consommateur lui-même est responsable et essayer de le toucher. Et enfin, il y a eu de la mise en scène et de l'activisme à Paris, avec cette action que tu décrivais, avec des vaches qui écrasaient des arbres devant un magasin Casino. Et pareil, pas mal de tractage. Il y a eu néanmoins un ou deux blocages en France, des blocages d'un magasin, et il y a eu une intrusion dans un Monoprix parisien par des activistes qui avaient essayé de faire quelque chose d'assez festif, déguisé en animaux. C'est assez intéressant les réactions sur la sensibilisation. En fait, ça nous permet quand même de toucher et de parler à des gens, je trouvais dans cette action, qui ne vont pas être au courant parce qu'ils ne suivent pas les mêmes biais d'information que les gens qui peuvent être sensibilisés, qui ne sont pas au courant de ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on parle directement aux consommateurs, des gens qui ne vont pas être au courant qu'il y a une affaire qui est lancée et ce qui va derrière. Et ce qu'à mon avis, si ça avait été une période où on peut faire quelque chose de plus grande ampleur, qui peut être très impactant. Et ce qu'on peut remarquer, par exemple, pour l'aspect médiatique, parce que c'est des petites actions. Bon, sur le territoire, sur le point de vue national, ça n'a pas fait énormément de médias, mais beaucoup de médias locaux ont repris, ont parlé des actions qui avaient lieu à Amiens ou dans telle ville ou telle ville. Et donc, en fait, là, pareil, ces médias ne sont pas des médias qui vont parler de l'affaire Casino que vous avez si brillamment montée, mais qui vont toucher d'autres personnes. Voilà, évidemment, toute l'idée est de taper sur l'image, de mobiliser les gens. Et je pense qu'évidemment, il ne faut pas laisser, plus il y a une mobilisation citoyenne derrière une affaire montée comme celle-là, plus il est difficile de la faire passer sous l'eau, et ça met une certaine pression, mine de rien, par rapport à ces sujets. En tout cas, ça met une pression sur les gouvernements qui sont derrière les lois qui sont votées. Voilà ce que je pourrais dire. Et donc, cette idée, c'est vraiment, ce que je rappelle quand même, que c'est vraiment de l'appropriation. C'est-à-dire que ce que tu as dit en présentation, les mouvements de désobéissance civile n'ont pas besoin, et non, pas, de toute façon, ça ne fait pas partie de leur ADN, de rentrer en contact, c'est des mouvements citoyens, ce n'est pas des mouvements militants, de rentrer en contact avec des ONG. L'idée, c'est que les mouvements de désobéissance civile se reconnaissent que d'un coup, en tant que citoyen, je reconnais que c'est un danger pour mon avenir, pour celui de mes enfants, pour celui de la Terre en entier, dans le cas de la désobéissance civile écologique, et décide de s'approprier ce combat. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien, et merci aussi, François, pour vos 2 interventions. C'est vrai que c'est très intéressant, et on voit vraiment quelque chose qui ressort aussi de vos 2 présentations, c'est l'importance aussi de pouvoir sensibiliser les gens à ces questions-là, et on voit comment ça peut permettre aussi de faire évoluer les consciences, de faire prendre conscience aux gens de ces questions-là, et de changer les mentalités et d'impliquer plus de monde dans ces enjeux qui sont si essentiels. Du coup, on va prendre quelques questions justement sur ce sujet de la désobéissance civile. N'hésitez pas à poser vos questions, désobéissance civile ou action citoyenne au sens large, hein. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Et on les prendra au fur et à mesure en essayant d'y répondre succinctement, puisqu'on a commencé un petit peu en retard, mais du coup, on a un petit peu dépassé l'heure qu'on s'était fixée, donc pour vous laisser aussi le temps de profiter de votre soirée. Je vois une première question sur Facebook. Je pense qu'elle s'adresse à Sébastien Mabille, puisqu'elle a rapport à Mighty Earth.
en disant que Mighty Earth avait déjà amorcé une campagne sur Carrefour au Brésil, en demandant si cette campagne va se poursuivre. Pardon, Cécilia, est-ce que tu peux répéter? Oui, c'était une question pour Mighty Earth, en disant que Mighty Earth avait déjà amorcé une campagne sur Carrefour au Brésil, et en demandant si cette campagne allait se poursuivre. Je ne sais pas si tu as la réponse. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, Mighty Earth, cette campagne contre Carrefour s'inscrit contre une campagne initiée de longue date contre la déforestation et l'application des chaînes de supermarchés qui travaillent avec en tout cas, qui sont à l'issue de toute cette chaîne d'approvisionnement, puisqu'ils vendent des produits qui sont affectés, en tout cas, qui contribuent fortement à la déforestation des forêts tropicales. Et c'est dans ce cadre-là que Mighty Earth participe à la coalition contre Casino et cible également d'autres supermarchés, dont Carrefour, effectivement, au Brésil, pour les mêmes raisons que celles qu'on dénonce dans le cadre de ce contentieux contre Casino. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les spectateurs de ce webinaire? Et sinon, est-ce qu'il y avait d'autres interventions parmi les intervenants de ce webinaire, des choses que vous vouliez dire ou réagir à ce qui a été dit juste avant? Peut-être oui, peut-être pour rebondir sur certains commentaires qu'il y a sur Facebook, j'étais en train d'écrire, donc je vais pouvoir le dire à l'oral. Donc il est notamment questionné, peut-être d'ailleurs que Sébastien de Extinction Rébellion pourra rebondir, mais il est notamment mentionné le fait que les actions de Extinction Rébellion étaient on va dire, je ne sais plus le terme qui était utilisé, mais assez radicales par rapport aux enjeux. Mais ce que je pense qu'il est important de savoir, et c'était l'introduction qu'on a fait de ce webinaire, c'est que pour avoir travaillé sur les problématiques de déforestation depuis des années, d'abord par des solutions beaucoup moins radicales, donc des solutions de marché avec de la certification, etc. Ça fait de longues années que c'est mis en place et de nombreux acteurs, même des ONG beaucoup moins radicales que Extinction Rébellion, reviennent sur ces solutions de marché qui ne sont pas la solution et qui en fait permettent juste de valoriser des bonnes pratiques, mais surtout pas de changer la problématique de la déforestation dans son ensemble. Donc ça, c'est important de savoir qu'on part de loin et que désormais, on est obligé de passer à un autre niveau, d'où l'aspect qui est clé, d'où les actions beaucoup plus, on va dire, radicales, même s'il y en a qui peuvent l'être encore plus. Donc tout est relatif en fait. Hein. Et surtout, il faut voir que l'Amazonie, elle a peut-être quelques années encore à vivre avant de rentrer dans un processus de savanisation, comme je l'ai dit au début, et qui risquerait d'en faire un écosystème sec, une savane sèche en fait, et qui émettrait des quantités astronomiques de carbone. Et en fait, ce serait un point de bascule, comme il peut y en avoir avec le permafrost donc l'urgence, elle est là, elle était même hier en fait, et donc forcément les actions doivent être, des ONG doivent s'adapter à l'évolution de ces enjeux. Donc ça, je voulais rappeler pour que quand même on sache de quoi on parle. Nous, derrière nos ordinateurs, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, la situation est très grave, que ce soit en ligne ou sur d'autres enjeux également. Mais donc forcément, les actions que l'on a pour lutter contre doivent aussi s'adapter. Alors, du coup, je vais bien dire un mot sur la radicalité. Extinction Rébellion se revendique comme radicale, mais dans le sens que nous pensons que c'est une question systémique, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, comme vous l'avez rappelé, nous sommes un mouvement non violent. Ensuite, c'est difficile de nous reprocher, je trouve, cette radicalité quand on parle de casino, puisque ça implique des destructions qui menacent l'avenir du vivant dans son ensemble, que c'est faire passer du profit avant celle de peuples autochtones qui ont le droit de vivre. Et tout ça est d'un cynisme absolu. C'est vraiment pas grand-chose de faire de la disruption comme on fait par rapport à des gens qui, eux, sont radicalement contre l'avenir de l'être humain et du vivant. Un petit mot là-dessus pour en dire aussi, parce que je pense que radicalité, il y a effectivement nécessité de relativiser, parce que notamment sur les actions casino, je n'ai pas vu de grand-chose de très radical. Et comment les tribunaux voient ça, on peut prendre une action qui était très radicale pour le coup,
et qui a été jugée légale. Si vous prenez l'action de Greenpeace à l'époque contre InVivo, c'est InVivo, c'est les pesticides. Greenpeace avait affiché sur le bâtiment, à l'entrée du bâtiment d'InVivo, une immense bannière de plusieurs mètres sur plusieurs mètres, nommant le président du conseil d'administration, le directeur général, empoisonneur, pesticides, mort, avec des barils de 10 000 litres qui étaient devant le siège social de l'entreprise. Donc là, je crois qu'on peut dire que c'est une action qui est quand même outrement plus choc. Et cette action, elle a fini par être validée. Il n'y a pas de diffamation parce qu'on est justement sur un sujet d'intérêt général et que dans la mesure où il n'y a pas de violence et que les enjeux, comme vous disiez, notamment sur l'atteinte à la déforestation qui est globale en fait et qui est mondiale, justifient de s'exprimer sur ces sujets, même de manière parfois forte et radicale. Merci beaucoup pour vos réactions. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui voulaient agir ou encore d'autres questions parmi les participants au webinaire? Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, en tout cas, on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation en tant qu'intervenant ou en tant que spectateur à ce webinaire. On voit à quel point ces enjeux sont cruciaux, à quel point cette action est importante et à quel point on a besoin aussi de mobilisation citoyenne, de votre soutien, de votre implication. Donc, continuez à nous suivre, à suivre les associations qui font partie de cette coalition et Extinction Rebellion aussi, qui n'en fait pas partie, mais que je vous invite également à suivre. Vous pouvez du coup nous suivre sur les réseaux sociaux aussi pour continuer à être informés des suites de cette action. Et on vous donne du coup rendez-vous prochainement pour suivre l'avancement de cette affaire. Merci à toutes et à tous pour cette soirée. Merci, très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Cécilia. Merci. Merci tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.